Il n'y a pas de retour des coups d'État militaires. Il y a un problème permanent dans les pays francophones. Et quand on regarde les statistiques sur le long terme, on voit également que, bon, les pays d'Afrique francophone ont été historiquement les champions même du monde des coups d'État. Ça, il faut le dire. Et ça, il faudrait l'expliquer. Et au coup d'État militaire, se sont rajoutés des coups d'État civils qui n'ont pas été sanctionnés. Ça, il faut le dire. C'est ça. Donc, on a des putschistes militaires et des putschistes civils. Oui. Mais on ne dit rien des putschistes civils. Et donc, ce qu'il faut dire également par rapport à ces sanctions, vous l'avez rappelé, c'est que c'est des sanctions qui ont souvent été illégales. Et ce n'est pas seulement des sanctions de la CEDEAO. C'est des sanctions qui sont passées par la CEDEAO, pour certaines. Parce qu'il y a des sanctions qui viennent de la France et des pays de l'UEMOA. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cadre, par exemple, des sanctions qui ont été mises en place, sanctions financières, dans le cas du Mali, en janvier 2022, et dans le cadre du Niger, depuis le coup d'État de juillet 2023, ces sanctions sont totalement illégales, mais aussi ont été orchestrées par la France via des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ndongo Sambasela, bonjour. Bonjour Fred. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, chercheur, co-auteur avec la journaliste Fanny Pigeot du livre L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, paru en 2018. Et en tant que chercheur, vos travaux sont axés sur le commerce équitable, les marchés du travail dans les pays en développement, les mouvements sociaux, la théorie démocratique et la souveraineté économique et monétaire. Nous aurons le temps de discuter de ce point précis. Alors, ces 4 dernières années, on a assisté à une sorte de pandémie de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Coups d'État qui ont touché respectivement le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger. Et le dernier coup d'État en date, celui du Niger, survenu le 26 juillet 2023, est intervenu dans un contexte où l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, était sur une ligne de crête où elle disait les coups d'État, ça suffit, il faut qu'on arrête, trop c'est trop. C'est d'ailleurs ce qui a poussé l'organisation à infliger de lourdes sanctions économiques au Niger, sanctions qui, de toute évidence, ont fait plus mal aux populations qu'aux auteurs du coup d'État. Alors, dans la foulée, le 10 août 2023, la CEDEAO annonce une menace sans cesse contre le Niger, une menace d'intervention militaire visant à rétablir le président Bazoum déchu dans ses fonctions. Bon, il faut peut-être se réjouir que cela ne soit pas intervenu. Alors, ces sanctions économiques et surtout ces menaces d'intervention sont toutes illégales parce qu'aucun des textes de la CEDEAO ne préconise contre un État membre en cas de coup d'État une intervention. Et donc cela a créé une sorte de confraternité, de solidarité entre les militaires qui sont d'ailleurs soutenus en grande majorité par leur peuple. Je parle surtout du Mali, du Burkina et du Niger parce que la Guinée c'est quand même un cas assez à part. Quand s'est créée cette sorte de solidarité, de confraternité, ils ont essayé de mettre en garde la CEDEAO et la France contre une intervention militaire qui est considérée selon eux comme une agression contre le Mali, le Burkina et le Niger en même temps si l'organisation s'entêtait à passer à l'intervention. Le temps passant et au fil des mois, ces 3 pays se sont fortement rapprochés entre eux et ont signé une charte, la charte du Liptako-Gourma qui acte la création de l'Alliance des États du Sahel. Un ensemble qui au départ se voulait stratégique, mais qui au fil des mois a pris d'autres orientations pour un futur commun à envisager. Ce sera donc un ensemble aussi bien politique qu'économique. Ils réfléchissent d'ailleurs à la possibilité d'aller vers une confédération. Alors, on en était là quand le 28 janvier plutôt, contre toute attente, les 3 pays annoncent concomitamment leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO, alors même qu'en vertu des textes, il faut 1 an pour qu'un État membre parachève son processus de retrait. Finalement, ce dimanche 25 février, quelques semaines après, la CEDEAO lève la quasi-totalité des sanctions contre le Niger de manière unilatérale sans avoir rien obtenu de ce qu'elle attendait du général Tchani. Alors, je campe un peu le contexte dans lequel nous réalisons cet entretien. Première question, comment est-ce que vous réagissez à la levée de la quasi-totalité des sanctions contre le Niger par la CEDEAO? Merci pour cette question, mais je vais commencer d'abord par apporter une petite précision. Quand vous parlez de coup d'État, vous parlez des coups d'État militaires. Coup d'État militaire? Oui. Très bien. Parce qu'il y a eu quand même des coups d'État civils. Oui, éventuellement on pourra en parler. Pour lesquels il n'y a pas eu de sanctions. C'est ça. Et ce qu'il faut dire également en ce qui concerne ces coups d'État,
c'est que pour l'essentiel, contrairement à ce qui se dit, parce qu'il y a une certaine opinion selon laquelle il y aurait un retour des coups d'État en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de retour des coups d'État. Il n'y a pas de retour. Quand on regarde en tout cas les statistiques, il n'y a pas de retour des coups d'État. Ce qu'il y a, c'est un phénomène permanent de coups d'État militaires dans les pays francophones. Parce qu'il n'y a que dans les pays francophones où on a des coups d'État militaires. Et ce n'est pas valable sur le reste du continent. En tout cas, c'est de moins en moins le cas sur le reste du continent. Depuis 2020, il y a eu 9 coups d'État militaires, 8 dans les pays francophones. Donc vous avez en Guinée, Gabon, vous avez 2 au Burkina, 2 au Mali, un coup d'État au Niger, un coup d'État au Tchad. Le seul coup d'État militaire qui ne soit pas de la partie francophone, c'est le Soudan. Et de manière générale, on peut voir que les coups d'État interviennent, en tout cas, dans 2 contextes. En tout cas, les contextes militarisés par l'Occident, comme au niveau de la bande sahélienne, c'est-à-dire, à tous ces pays, hein, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Soudan. Et aussi, voilà, les pays francophones comme la Guinée et le Gabon, où ces pays ne sont pas, disons, dans un contexte, en tout cas, où il y a une menace djihadiste ou séparatiste, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut dire. Donc, il n'y a pas de retour des coups d'État militaires. Il y a un problème permanent dans les pays francophones. Et quand on regarde les statistiques sur le long terme, on voit également que, bon, les pays d'Afrique francophone ont été historiquement les champions même du monde des coups d'État. Ça, il faut le dire. Et ça, il faudrait l'expliquer. Et au coup d'État militaire, se sont rajoutés des coups d'État civils qui n'ont pas été sanctionnés. Ça, il faut le dire. C'est ça. Donc, on a des putschistes militaires et des putschistes civils. Oui. Mais on ne dit rien des putschistes civils. Et donc, ce qu'il faut dire également par rapport à ces sanctions, vous l'avez rappelé, c'est que c'est des sanctions qui ont souvent été illégales. Et ce n'est pas seulement des sanctions de la CEDEAO. C'est des sanctions qui sont passées par la CEDEAO, pour certaines. Parce qu'il y a des sanctions qui viennent de la France et des pays de l'UEMOA. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cadre, par exemple, des sanctions qui ont été mises en place, sanctions financières, dans le cadre du Mali, en janvier 2022, et dans le cadre du Niger, depuis le coup d'État de juillet 2023, ces sanctions sont totalement illégales, mais aussi ont été orchestrées par la France via des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Dans le cas de la Guinée, quand il y a eu les sanctions au mois de janvier, en fait, la Guinée a sa propre monnaie. Donc, on ne pouvait pas demander à la Banque centrale de Guinée de priver le gouvernement guinéen de l'accès à ses propres comptes. Mais quand vous êtes dans le système franc CFA, c'est possible. Ce qui a été fait dans le cadre du Mali en janvier 2022 et aussi dans le cadre du Niger. Oui. Et donc, c'est des sanctions totalement cruelles et illégales parce que ça affecte d'abord les populations. Donc, c'est quand vous n'avez pas votre monnaie et que vous êtes dans une union monétaire contrôlée par l'ex-puissance coloniale, c'est dans ce contexte-là qu'il est possible que la Banque centrale prive le gouvernement de l'accès à ses comptes et le prive même en fait de l'accès au marché financier régional de l'UEMOA. Et donc un pays comme le Niger a fait défaut sur sa dette depuis le coup d'État. Et ça, normalement, ça ne devrait pas être possible, mais ça a été orchestré. Et donc c'est des types de sanctions dont les gens ne parlent pas et qui portent clairement l'empreinte de la France-Afrique. Oui. Donc ça, il faut le dire. Donc c'est des sanctions qui sont passées par la CEDEAO pour certaines et qui sont illégales et qui ont généré beaucoup, en tout cas, de misère auprès des populations. Donc ces sanctions, oui, elles devaient être levées parce qu'elles sont illégales, oui, totalement illégales. Et elles ont davantage décrédibilisé, discrédité la CEDEAO. Parce qu'entre pays voisins, on peut toujours trouver une manière de négocier, même s'il ne s'agit pas de justifier les coups d'État militaires. Parce que quand ces sanctions sont mises en place, ce sont toujours les peuples qui trinquent d'une certaine manière. Donc il est heureux que ces sanctions, en tout cas, soient levées en partie, parce qu'il y a toujours des sanctions qui concernent, disons, les dirigeants. Très bien. Alors, Ndongo Samba, si la levée de ces sanctions intervient quelques semaines après la décision du Mali, du Burkina et du Niger de se retirer de la CEDEAO, ils ont créé leur ensemble qu'ils appellent l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors, quelle va être la conséquence du retrait de ces pays de la CEDEAO, conséquence pour la CEDEAO elle-même? Bon, dans le communiqué de la CEDEAO
qui est paru récemment, je veux dire hier, il y a un ensemble de choses qui ont été écrites. Par exemple, il y a des financements régionaux qui passent à travers la CEDEAO. Il y a la possibilité, en tout cas, d'avoir la liberté de circulation des personnes, la liberté d'établissement, etc. Ça va être compliqué avec le retrait de la CEDEAO. C'est ce que les dirigeants de la CEDEAO ont dit, tout en exhortant ces trois pays à revenir à la raison, en discutant, en dialoguant, pour rester dans la CEDEAO. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la CEDEAO elle-même aurait dû commencer par le dialogue. Elle ne l'a pas fait. Elle a agité tout de suite le spectre de l'intervention militaire. Mais pourquoi? Mais parce qu'un pays, en particulier la France, voulait l'intervention militaire. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu cette intervention militaire. Et il y a eu des sanctions très dures et illégales, et comme j'ai dit, certaines qui sont passées par le système français. Et donc, ça veut dire que la CEDEAO elle-même a outrepassé, en tout cas, son mandat et ce qu'on attendait d'elle. Parce que la CEDEAO, au départ, c'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas une communauté politique. Et la CEDEAO n'a pas les instruments, en tout cas, pour gérer ce type de crise. C'est-à-dire qu'il s'agisse des putschs militaires, et pour les putschs civils, la CEDEAO n'y peut rien. Donc la CEDEAO devait se cantonner à un rôle économique. Et d'ailleurs, ça a été toujours ça, sa faiblesse. Vous savez, quand la CEDEAO a été créée en 1975, le grand panafricaniste Cheikh Anta Diop, il avait accordé une interview à Carlos Moro, à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait à l'époque, en fait, je ne me fais pas d'illusions sur la CEDEAO. Je pense que ça ne marchera pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'intégration économique rationnelle des pays africains ne peut précéder leur intégration politique. Et ça, on le voit. C'est-à-dire qu'il fallait partir sur une démarche fédérale, fédéralisme politique. On veut une fédération ouest-africaine. À partir de là, on pourra rationnellement organiser nos économies. Mais quand vous partez par l'intégration, par les marchés, d'une certaine manière, parce que ça a été la voie choisie par la CEDEAO, après que vous vouliez avoir des prérogatives sur le plan politique, sécuritaire, ça devient compliqué. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la souveraineté nationale. Et donc, quand les dirigeants de l'AES, Alliance des États du Sahel, ont parlé de menaces existentielles, je pense qu'ils ne sont pas exprimés, disons, de manière explicite. Oui, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est très clair, d'une certaine manière. C'est très clair. Et ils ont pesé leurs mots, parce que c'est une menace existentielle. Parce que quand une organisation qui est censée lutter, en tout cas œuvrer à l'intégration régionale, économique régionale, pense tout de suite à mener une guerre contre ses voisins, une guerre dévastatrice, surtout au vu de ce qui s'est passé en Libye, et aussi des défis quotidiens que ces trois pays ont, penser tout de suite à l'option militaire, oui, c'est une menace existentielle. Et quand de surcroît, en fait, cette organisation est sous la dictée de puissances étrangères, oui, ces pays ont raison de parler de menace existentielle. Donc la CEDEAO doit faire son aggiornamento et, si possible, réparer les nombreux dégâts qu'elle a posés. Mais est-ce qu'elle peut le faire? Parce que justement, pour l'instant, il n'y a pas eu de CEDEAO des peuples, mais juste une CEDEAO de quelques chefs d'État. Les trois pays de l'AES sont très clairement dans une logique de parachèvement de la décolonisation, d'autodétermination et s'érigent contre l'impérialisme occidental et très précisément français. Alors, lorsqu'ils ont pris leur destin en main, ils ont pris un certain nombre d'orientations et on peut noter par exemple la volonté de nationaliser leur économie, la rupture de certains accords qui étaient très clairement en faveur de la France, la puissance coloniale, la création d'entreprises d'État pour la transformation des matières premières. Est-ce que pour vous, tout ça, ce sont de bonnes décisions pour ces pays? Bon, seul l'avenir nous dira si c'est de bonnes décisions. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que dans la perspective panafricaniste, on a toujours pensé avec les Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, qu'il fallait que l'Afrique mutualise ses ressources. C'est-à-dire qu'on se dirige vers une option fédéraliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est des pays qui soient intégrés d'abord sur le plan politique, qu'il y ait une coordination au niveau militaire, qu'il y ait une coordination au niveau commercial. Nkrumah parlait par exemple de One Common Selling Policy. Il disait par exemple dans Africa Must Unite, mais pourquoi en Afrique nous produisons l'essentiel du cacao mondial? On avait à l'époque Nigeria, Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire. Pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble pour fixer le cours mondial du cacao? Pourquoi nous ne le faisons pas?
Il a fallu attendre 50 ans pour voir le Ghana et la Côte d'Ivoire se mettre dans ça. Il y a des pays, les pays sahéliens ont des structures économiques assez homogènes, ont des défis communs sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, etc. Et donc il est naturel que ces pays se regroupent. Et donc dans une dynamique panafricaniste, c'est ce qu'on souhaite. Mais le paradoxe, c'est que les gouvernements qui étaient là, dits démocratiquement élus, n'ont jamais été dans cette dynamique. Ils ont plutôt suivi l'agenda des puissances impérialistes, etc. Et donc c'est ça qui explique d'une certaine manière l'élan populaire qu'il y a derrière ces pays, parce que les populations sentent qu'il faut aller vers une option panafricaniste. Et ce qui a sauvé la sous-région d'une guerre dévastatrice, c'est parce que tous ces pays ont dit que si vous attaquez l'un d'entre eux, vous nous attaquez tous. Et ce qui a fait que, bon, on n'a pas été déstabilisé, parce que la guerre qu'il y aurait eu, mais aurait été dans ses conséquences, aurait eu des conséquences incalculables pour nous tous. Vous imaginez le Sénégal faire la guerre au Mali, le Nigeria faire la guerre au Niger, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes pays. Et donc, avoir pensé à cette option, mais c'est de la folie. Et donc, voir que les pays les plus faibles sur le continent, et parmi les plus faibles au monde d'un point de vue économique, maintenant se regroupent pour aller vers une dynamique panafricaniste, c'est des choses qu'il faut encadrer, qu'il faut encourager, mais dans un cadre de panafricanisme, de liberté pour les peuples et de démocratie renforcée, mais une démocratie également à définir dans son contenu, parce que la démocratie ne peut pas être mimétique. Et donc, ce sont ça les défis. Et voilà, nous tous, nous devrions voir de manière constructive comment aller vers cette dynamique panafricaine. Parce qu'on va vers un monde multipolaire et il est temps que l'Afrique soit son centre. Et pas que les pays africains soient éparpillés entre les différentes puissances. Oui. Et donc, c'est ça qui se joue actuellement au Sahel. Oui. Alors, dans le contexte où il faut aller ensemble, est-ce que l'avènement de l'AES, c'est le début de la désagrégation de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO va se disloquer? Bon, dislocation, peut-être c'est un mot fort, Oui. mais recomposition, nouvelle dynamique, nouvelle impulsion. Donc c'est une opportunité pour la CEDEAO de se réformer? Mais parce que toute crise est une opportunité. La CEDEAO a fait des erreurs graves, impardonnables. Donc là, il faut être humble, faire amende honorable et aller vers une CEDEAO des peuples, aller vers en tout cas un vrai panafricanisme des peuples. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je l'ai rappelé, il y a le péché original de la CEDEAO. C'est d'abord l'intégration économique et ultimement on dit on aura l'intégration politique. Il faut d'abord l'intégration politique. Et les pays de l'AES ont compris cela, l'intégration politique, militaire et petit à petit économique, monétaire, etc. Donc c'est ça qu'il faudrait. Donc il ne faut pas qu'il y ait des guerres entre les pays africains sous la dictée de puissances étrangères. Dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait des guerres, etc. Donc il y a une opportunité de recomposition. Pourquoi? Parce que nous avons besoin les uns des autres. Les pays de l'AES sont les pays enclavés. Et donc, ils font face aux défis de certains pays pauvres, enclavés, c'est-à-dire que leurs coûts de transport sont beaucoup plus élevés comparés aux autres. Et donc, ces pays ont besoin d'un accès à la mer. Et donc, ce n'est pas des barrières douanières, non douanières, etc. qui vont faire l'affaire. On a besoin d'un cadre d'intégration. Oui. Mais en même temps, nous ne devons pas surestimer l'intégration que nous avons jusque-là. Parce que l'intégration dans le cadre de la CEDEAO est très faible. Les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO, c'est 10% si on arrondit du total, en tout cas du commerce extérieur des pays membres. C'est même moins que l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, ou l'Union économique monétaire ouest-africaine. Parce que nous avons tous des économies extraverties. Le Niger exporte son uranium ailleurs qu'en Afrique. Le Burkina Faso, le Mali exporte coton et or vers la Suisse, vers l'Afrique du Sud, selon les destinations officielles qu'on voit dans les sources statistiques, etc. Les importations de biens, d'équipements, d'armes ne viennent pas du continent. Et donc ça veut dire que nous avons la nécessité, nous Africains, de nous industrialiser, de développer nos marchés intérieurs, etc. Mais ça suppose déjà que nous soyons plus solidaires entre nous et que nous ayons aussi une bonne approche économique. Mais malheureusement, l'approche économique qui prévaut même au sein de la CEDEAO, c'est une approche néolibérale, tout comme dans l'UEMOA. Et donc le problème, ce n'est pas seulement de sortir de la CEDEAO ou de sortir de l'UEMOA, mais c'est de sortir du paradigme néolibéral d'une certaine manière pour avoir un modèle économique qui permette de créer la prospérité pour les populations et d'élargir les marchés intérieurs. Alors, Ndongo Samba Sylla, l'un des projets phares des États de l'Alliance,
c'est la création d'une monnaie. Pour vous, en tant qu'économiste, est-ce que ce projet-là est viable? Bon, il faut déjà dire, hein, comme j'ai pu le rappeler dans le cas des coups d'État, il y a des problèmes qui sont spécifiques aux francophones d'Afrique, qui ne se posent pas ailleurs. Presque tous les pays du monde ont leur propre monnaie nationale et ça ne pose pas de problème. Avoir une monnaie, c'est comme avoir un système fiscal. Ce n'est pas là où ça se joue. Ça dépend de ce que vous faites de cet instrument. Je vais vous donner une statistique. En 2020-2021, j'avais coordonné un numéro spécial sur l'intégration régionale en Afrique, l'intégration monétaire régionale. J'ai fait un article qui s'appelle « L'Afrique a-t-elle besoin d'un euro tropical ?» Dans cet article, j'avais calculé la part de la population mondiale qui vit dans une union monétaire. Vous savez, les unions monétaires sont des créations coloniales. L'apogée des unions monétaires, c'était pendant la période coloniale. Vous avez la bloc sterling, la zone franc, zone escudo, zone monétaire belge, zone rand, etc. Avec la décolonisation, tous les pays ont décidé de battre monnaie. En Afrique, à part les 14 pays CFA, tous les autres ont leur propre monnaie. On est 54 pays, plus la République arabe sahraouie démocratique qui en fait 55, mais qui est sous domination, sous coloniale. Et donc, nous avons que 14 pays, plus les Comores, qui sont toujours dans des unions monétaires, en tout cas contrôlées par la France. Tous les autres ont leur propre monnaie, avec des fortunes diverses. Et donc, ce n'est pas là où ça se joue. À l'échelle du monde, il n'y a que 7% de la population mondiale, à l'époque quand j'avais calculé, qui est dans une zone monétaire, union monétaire. Donc, vous avez les deux blocs CFA, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, l'union monétaire des Caraïbes orientales, qui a été créée pendant la période coloniale, et la zone euro. Il n'y a que ça que vous avez. Tous les autres, avec des fortunes diverses, ont leur propre monnaie. Et je donnerai un autre exemple. Vous prenez les Seychelles, 100 000 habitants. Les Seychelles ont leur propre monnaie, propre banque centrale, et leur monnaie n'est fixée ni à l'euro, ni au dollar. Mais par contre, en Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA et la zone CEMAC, pays CFA en Afrique centrale, leur population c'est 200 millions. Et leurs économistes en majorité, leurs financiers, leurs chefs d'État, tout le monde dit que sans le trésor français, ils ne peuvent pas gérer une monnaie. Parce qu'au fond, tout ce qu'ils disent sur le CFA revient à ça. C'est-à-dire que nous, sans le trésor français, on ne peut pas gérer une monnaie. Ils sont 200 millions. Alors que les Seychelles, avec 100 000 habitants, parviennent à gérer leur propre monnaie. Leur banque centrale a les taux directeurs parmi les plus faibles au monde. Et c'est un pays qui marche bien. Donc, ça veut dire que c'est un faux problème qu'on pose. En termes de viabilité? Oui, mais c'est-à-dire que parler de viabilité de la monnaie, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est la viabilité d'un État. Si l'État lui-même n'est pas viable, la monnaie ne sera pas viable. Parce que c'est ce qui rend viable votre monnaie, c'est ce qui rend viable vos États. Si vous avez les ressources pour cela, si vous avez la capacité à les gérer, c'est possible. Les 14 pays qui utilisent le CFA ont dit que nous ne sommes pas viables sans le trésor français. C'est pourquoi ils utilisent une monnaie contrôlée par le trésor français. Mais les pays de l'AES ont les ressources pour gérer leur propre monnaie. Si les Seychelles avec 100 000 habitants peuvent le faire, pourquoi pas plus de 70 millions d'habitants qui ont le coton, qui ont l'or, qui ont l'uranium, qui ont des hydrocarbures et qui ont un potentiel agricole réel. Dans leur projet de construction d'un ensemble, est-ce qu'il y a des erreurs qu'il leur faut éviter absolument? Oui, on peut toujours apprendre de l'histoire. Vous savez, ce n'est pas la première fois que des États africains veulent s'unir en dehors des cadres posés par, disons, les ex-puissances coloniales. Samir Amin lui-même, qui a été conseiller de Modibo Keïta, du président malien Modibo Keïta, avait été envoyé par Modibo Keïta pour aller voir Sékou Touré en Guinée et Kwame Nkrumah pour avoir justement ce que l'AES voudrait faire, c'est-à-dire un projet d'intégration économique et d'une certaine manière comment échanger entre eux sans passer par exemple par les devises dominantes, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti parce qu'à l'époque, bon, on craignait les dirigeants progressistes. Donc Sékou Touré est resté en place, mais Modibo Keïta a été renversé, tout encore Kwame Nkrumah. Mais ça a existé. Et à la fin des années 60 également, le même Samir Amin, il avait proposé un rapport, en tout cas à la demande du président nigérien Amadou Dioré, pour dire comment sortir du CFA d'une manière qui préserve
certains acquis de l'intégration. Et Samir Amin avait proposé un système de monnaie nationale solidaire à l'époque. Et donc, voilà. Mais Senghor et Houphouët-Boigny ont dit Samir Amin est anti-français, ce qui est de par son père et français de par sa mère. Il dit ah non, non, Samir anti-français, nous ne le sommes pas. Donc il faut rejeter le rapport de Samir Amin. Et ce que Samir Amin avait dit, il y avait un professeur canadien, Rodrigue Tremblay, qui avait fait. C'est-à-dire que quand on nous parle d'alternatives au CFA, etc., ces choses existent. Samir Amin, après il y a eu Mamoudou Diarra, directeur de l'Office national d'échange au Sénégal, et même Joseph Diagne-Fouemi. Donc ça veut dire ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, c'est l'instrument et la créature légale d'un État. Une monnaie ne saurait se concevoir sans son État. Parce que la monnaie, c'est l'instrument que l'État utilise pour s'approvisionner en ressources. C'est pourquoi un État ne peut pas être souverain s'il ne dispose pas de sa monnaie. Mais là, dans le contexte dans lequel les pays du Sahel sont, peut-être que politiquement, d'un point de vue stratégique, s'ils sortent ensemble, ont une monnaie unique, ça les renforcerait davantage. Mais il faudra que la monnaie soit gérée d'une manière qui leur donne de la flexibilité. Parce que l'un des problèmes du franc CFA, ce n'est pas seulement qu'il soit contrôlé par le Trésor français, mais il n'y a pas de coordination optimale entre, entre les trésors nationaux et la Banque centrale. Donc la Banque centrale doit être un instrument de développement. Mais les banques centrales modernes, à l'ère du néolibéral, ce sont des agents de la finance globale. Ce ne sont pas des agents de développement. Donc il faudrait avoir une banque centrale agent de développement qui coopère avec le Trésor. C'est-à-dire qu'il faut progressivement aller dans une dynamique de fédéralisme budgétaire. Vous savez, la zone euro a été créée d'une certaine manière en partant de cette erreur-là. Et cette erreur, elle était comprise par les architectes de la zone euro elle-même. Vous savez, à l'époque, ils avaient fait un rapport, disons, à la fin des années 70 pour dire est-ce qu'il peut y avoir une monnaie européenne? Et le rapport disait, en fait, il ne peut pas y avoir, ce ne serait pas optimal. Pourquoi? Parce que les pays ont des niveaux de développement différents, ont des cycles différents, etc. Et donc, ça ne peut pas marcher s'ils ont juste le pilier monétaire en commun. Il faudrait qu'il y ait le pilier fiscal, c'est-à-dire un trésor fédéral, pour avoir le pilier fiscal et le pilier monétaire au même niveau communautaire. Et donc, les Français ont dit non, 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 nous ne voulons pas de l'intégration fiscale, nous voulons garder nos pouvoirs fiscaux au niveau national. Les Allemands ont dit non. Et donc, il y a eu cette thèse qu'ils ont appelée Falling Forward. Falling Forward, ça veut dire quoi? Nous savons que nous sommes partis sur une union monétaire bancale qui fonctionne avec un seul pied, le pilier monétaire. Donc, nous allons tomber. Mais quand nous allons tomber, nous allons nous relever avec l'État fédéral. Et donc, il y a des pays qui sont vraiment tombés dans le gouffre, comme la Grèce, etc. Oui. Parce que, quand vous êtes dans une union monétaire, vous n'avez pas de souveraineté, ni monétaire, ni budgétaire, ni financière. Vous ne contrôlez pas votre propriété. C'est pourquoi il est important d'avoir une gestion, en tout cas optimale, de la monnaie. C'est-à-dire, la Banque centrale doit être toujours en interaction avec les trésors pour aller vers une dynamique fédérale. Parce que c'est dans ce contexte que la monnaie unique a un sens. Et aussi, gérer la monnaie pour, en tout cas, rompre avec le modèle extraverti. Parce que s'il s'agit toujours de mettre en place ce modèle extraverti, dans ce cas, mieux vaut ne pas sortir du CFA. Parce que si vous voulez une économie extravertie, il faut rester dans le CFA. Mais rester dans le CFA, c'est rester dans le sous-développement. Et donc, ce qui est important, parce que parfois les gens essaient de faire peur aux gens en leur disant « mais si vous sortez, ce sera la catastrophe, etc. » Mais il y a beaucoup de pays qui sont sortis de la zone franc. Il y a eu le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Vietnam. Tous ces pays se portent mieux que ceux qui sont dans la zone CFA. Le pays le plus riche dans la zone CFA, en tout cas en termes de PIB et de poids, c'est la Côte d'Ivoire. Le meilleur niveau de revenu réel par habitant, si on regarde les données de la Banque mondiale, c'est la Côte d'Ivoire. En fait, en Côte d'Ivoire, c'est 1978 et c'est le pays le plus riche. Vous prenez les pays de l'UEMOA, la catégorie des pays les moins avancés a été créée dans les années 70. Ils sont tous entrés dans la catégorie des pays les moins avancés en 70, sauf la Côte d'Ivoire, dont on a vu que le meilleur niveau de revenu par habitant, c'est en 1968. Mais les 7 autres n'en sont pas sortis depuis lors. Le Sénégal est rentré dans les pays les moins avancés en 2000 et n'en est pas sorti. Donc avec le CFA, vous ne donnez aucune option de développement. Mais avoir sa propre monnaie ou une monnaie unique, ce n'est pas une panacée. Ce qui compte, c'est le modèle économique. C'est pourquoi partout les pays ont leur propre monnaie, ne sont pas développés. C'est le modèle économique qu'il faut voir. Donc il ne faut pas qu'on essaie de faire peur aux gens.
Et parfois on dit, ah mais si vous sortez, vous n'avez plus les financements du marché des financiers de l'UEMOA. Ça, voilà, c'est de rien comprendre à la monnaie. Parce que quand on est souverain sur le plan monétaire, on n'a pas de contraintes financières dans sa propre monnaie. Et parfois même, voilà, les gens pensent que les taxes financent les impôts. Non, quand vous avez votre propre souveraineté monétaire, les taxes jouent des rôles importants, mais n'ont pas un rôle de financement. Et donc, ces pays-ci sortés n'ont pas besoin du marché financier de l'UEMOA. Pas du tout. Donc ça veut dire que même techniquement, ça ne pose pas de contraintes particulières pour créer cette monnaie. Non, pas du tout. Et légalement, c'est prévu. Je pense que l'article 36 du traité de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA le prévoit. Tout pays qui va sortir, au bout de 6 mois, peut sortir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en Afrique francophone, nous avons un problème monétaire parce que nous utilisons une monnaie coloniale. Mais la monnaie en elle-même, ce n'est qu'un instrument. Et donc, ce qui est le plus important, c'est le modèle économique. C'est pourquoi partout à travers le monde, les pays ont leur propre monnaie et tous ne sont pas développés. Le Ghana a des problèmes. Et donc, parfois, ceux qui sont positifs, ils disent, ah, mais regardez, le Ghana, ça ne marche pas. Mais est-ce que le Ghana utilise sa monnaie comme il faudrait? Mais non. Le grand Tidjane Pouemi, en 1980, quand il publie son livre sur la servitude monétaire, il montre clairement que beaucoup de pays africains font un usage très critiquable de la monnaie à l'époque. Donc, ce n'est pas parce que vous avez votre monnaie que ça vous développe. Donc, c'est le modèle économique qui est important. C'est comme si vous avez un système fiscal et vous croyez qu'avec le système fiscal, ça va vous rendre développé. Non, c'est l'articulation économique, c'est surtout ça. Très bien, donc c'est une question de gestion, d'articulation économique, comme vous le dites.